La Guinée se déclare en situation d'épidémie Ebola. 7 cas ont été confirmés pour l'heure. L'Organisation mondiale de la santé se dit prête à déployer rapidement les capacités nécessaires. Des vaccins doivent notamment être envoyés sur place. Vive inquiétude ce soir sur la situation en cours en Birmanie. L'accès Internet est presque totalement coupé. Des chars ont été aperçus à Rangoon, la capitale économique. Et puis dans le nord du pays, les forces de l'ordre ont tiré sur la foule. Enfin, ces élections législatives en Catalogne, les indépendantistes seraient majoritaires au Parlement. Ce sont en tous les cas les premières estimations. Au-delà des résultats définitifs de ce scrutin, la principale inconnue porte sur la participation. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Les autorités guinéennes en état d'alerte. Plusieurs cas d'Ebola ont été confirmés. 3 personnes ont été emportées par la maladie. Le pays avait déjà été très éprouvé par une précédente épidémie il y a 5 ans. Depuis, le virus n'avait pas été signalé. L'Organisation mondiale de la santé promet un soutien rapide. Et puis notre invité ce soir, c'est vous, Diego Zoria. Bonsoir, merci d'être avec nous sur France 24. Vous êtes coordinateur humanitaire pour les Nations Unies. Vous êtes en poste en République démocratique du Congo. Vous intervenez d'ailleurs en direct depuis Béni. Je le disais, merci à vous. Merci d'être avec nous ce soir. Le virus est aussi réapparu en République démocratique du Congo, là où vous vous trouvez justement. 4 cas confirmés pour l'heure. Comment est-ce que vous expliquez-vous cette résurgence de l'épidémie 5 ans après ? Merci beaucoup, merci beaucoup. Ici, je suis ici effectivement à Béni, à quelques kilomètres de Butembo, qui est la zone dans laquelle se sont déclarés ces 4 cas de maladie à virus Ebola. C'est, on pense, une résurgence de la maladie qui a sévi ici en RDC de 2018 à 2020. On a eu près de 3000 cas, desquels 2000 personnes sont décédées, un taux de létalité d'environ 60%. Et nous pensons que c'est une résurgence qui est probablement liée possiblement à un des survivants de cette maladie qui, malgré les tests qui sont faits de façon régulière, aurait pu peut-être transmettre la maladie à nouveau. Alors vous dites justement que l'épidémie circulait à bas bruit depuis 2018. Pourquoi de nouvelles mesures n'ont pas été prises ? Pourquoi il n'y a pas eu peut-être plus de communication ou de prévention ? C'était tout de même il y a 3 ans maintenant ? Alors, l'épidémie a eu lieu entre 2018 et 2020. Elle a été déclarée, le Congo, la 10e épidémie au Congo a été déclarée, finalisée le 25 juin 2020. Et depuis lors, nous avons appuyé le gouvernement, le ministère de la Santé, avec des programmes de surveillance. Et c'est justement grâce à ces programmes de surveillance que ce cas a pu être détecté il y a une semaine maintenant. Mais malheureusement, le cas de la personne qui était infectée a infecté 3 autres personnes au passage parce qu'elle a visité 2 centres de santé avant qu'il y ait la confirmation qu'effectivement elle était malade. Et c'est ces contaminations-là, maintenant nous sommes à 4 cas. Nous espérons que ça puisse s'arrêter là, mais le système de santé a besoin de beaucoup d'appui. Les agences des Nations Unies sont déjà à l'œuvre, les grandes ONG internationales médicales sont déjà à l'œuvre, nous sommes sur le terrain, mais nous avons besoin de beaucoup d'appui pour pouvoir enrayer cette épidémie, cette résurgence de l'épidémie et s'arrêter là. Vous êtes alors rassuré, je l'imagine, par l'annonce de l'Organisation mondiale de la santé qui s'engage à apporter un soutien rapide et à envoyer des vaccins ? Ils sont déjà là. J'étais avec eux aujourd'hui, aussi avec l'UNICEF, avec l'OIM, le FNUAP, aussi avec les agences, les grandes ONG. Les vaccins sont déjà là. Il y a déjà 1200 doses de vaccins qui sont arrivées à Butembo. On a maintenant des vaccins contre l'Ebola. On a aussi un traitement contre l'Ebola différent de ce qui s'était passé en Guinée en 2014-2015. Ce qu'il faut maintenant, c'est avoir les moyens humains, les moyens logistiques. C'est des zones d'insécurité. Vous savez, le Congo est encore proie à beaucoup de conflits. La zone où on se trouve, la zone de Béni, la zone de Butembo, sont des zones avec des grandes insécurités. Et donc, certaines zones sont accès très difficiles. Et donc, nous avons besoin de beaucoup de soutien. L'OMS est déjà ici, je l'ai dit. Il y a les thérapies, mais il y a aussi les moyens logistiques et les moyens humains dont on a besoin de déployer pour pouvoir enrayer cette épidémie. Et les 1200 vaccins, c'est le chiffre que vous annonciez il y a quelques secondes. Est-ce que ça vous semble suffisant ?
C'est-à-dire les 1200 vaccins, c'est une toute première vague parce qu'il y a des difficultés liées à la chaîne de froid. Les vaccins doivent être maintenus à moins de 80 degrés, à moins 80 degrés. Je pense que les auditeurs français sont familiers avec la chaîne de froid, avec les vaccins à Covid. Pour les vaccins Ebola, c'est à peu près la même chose. Donc, ils doivent être maintenus très froids. Donc, on ne déploie que la quantité qu'on va pouvoir utiliser dans les prochains jours parce qu'après ça, ils périment. Mais le Congo, à ce moment-ci, a environ 8000 doses de vaccins qui sont au Congo. Et puis après, il y a l'acheminement de vaccins additionnels que l'OMS s'est engagé à amener ici au cas où il y en aurait besoin. Maintenant, je voudrais peut-être profiter pour vous faire part du fait que l'Ebola, oui, c'est très grave au Congo et on va tout faire pour éviter que ça prenne les dimensions que ça avait pris en 2018-2020. Mais le Congo continue à être proie d'une des plus grandes crises humanitaires au monde. Cette année, environ 10 millions de personnes vont avoir besoin d'une assistance humanitaire urgente pour pouvoir survivre. Et donc, je voulais appeler à la solidarité internationale pour appuyer, bien sûr, la lutte contre Ebola, la lutte contre toutes les épidémies, mais aussi toutes les autres formes de privation qu'affecte la population congolaise, de laquelle on ne parle pas suffisamment. Et votre message est sans doute bien entendu. Merci beaucoup, Diego Osoria. Merci de nous avoir accordé quelques instants. Vous revenez sur la situation en République démocratique du Congo. Je rappelle que la Guinée est aussi s'est déclarée en situation d'épidémie Ebola. Sur le front du Covid, cette fois, plus de 15 millions de personnes ont été vaccinées au Royaume-Uni. Nous avons franchi aujourd'hui une étape importante. C'est féliciter le Premier ministre Boris Johnson. Il présentera d'ailleurs un plan graduel de sortie du confinement le 22 février prochain. Je propose de l'écouter. Aujourd'hui, nous avons franchi une étape importante dans le programme national de vaccination du Royaume-Uni. Le 8 décembre, juste après 6h30 du matin, le premier vaccin contre le coronavirus a été administré à Margaret Keenan à l'hôpital universitaire de Coventry. Au cours des 2 mois suivants, ce pays a réalisé un exploit extraordinaire en administrant un total de 15 millions de doses de vaccins dans les bras des personnes les plus vulnérables du pays. Aujourd'hui, nous avons franchi une étape importante dans le programme national de vaccination du Royaume-Uni. Le 8 décembre, juste après 6h30 du matin, le premier vaccin contre le coronavirus a été administré à Margaret. Voilà, vous entendiez à l'instant donc Boris Johnson qui se félicitait de cet objectif atteint, à savoir 15 millions de personnes au Royaume-Uni vaccinées contre le Covid-19. Et puis veuillez nous excuser pour ce petit problème technique. Démonstration de force dans les rues de Rangoon ce dimanche. L'armée y a renforcé ses effectifs. Des blindés ont également été aperçus. Nouvelle illustration de la répression en marche. Des tirs ont retenti alors qu'une manifestation était en cours dans l'État Kachin, c'est dans le nord du pays. L'accès à Internet est désormais impossible. Toutes les connexions ont été coupées. Alors que la nuit tombe, les blindés prennent place dans les rues de Rangoon, la plus grande ville du pays. Quelques heures plus tôt, des milliers de Birmans battaient le pavé pour le 9e jour d'affilée pour s'opposer à la junte militaire. Piétinant le portrait du général putschiste Min Aung Hlaing ou demandant la libération de l'ancienne dirigeante Aung San Suu Kyi, les contestataires ne désarment pas. La dame de Rangoon n'est pas la seule martyre de leur combat. Devant cette pagode bouddhiste, les militants prient pour une femme de 20 ans, blessée lors d'une précédente manifestation. Nous ne voulons pas que quelqu'un meure à cause de la dictature militaire. Mais s'il le faut, nous mourrons. Des vies d'enfants et de femmes ne devraient pas être gâchées si ce n'est pas nécessaire. Nous prions pour qu'elle se rétablisse. Les militaires ont déjà mis près de 400 opposants derrière les barreaux depuis le coup d'État du 1er février et la répression s'intensifie. Dans la soirée, dans l'état de Kachin, au nord du pays, des coups de feu ont retenti pour disperser une foule de manifestants. Balles réelles ou tirs de semonce, la situation est confuse, mais le message est clair. 5 journalistes ont été arrêtés pour avoir filmé l'événement. La junte militaire a publié aujourd'hui un mandat d'arrêt visant les 7 activistes les plus renommés du pays. Toute personne qui leur viendrait en aide pourrait être arrêtée. Parmi eux figure Min Kon Neng, un ancien leader étudiant qui avait déjà fait 10 ans de prison pour avoir contesté la précédente dictature militaire. L'armée birmane nie toujours avoir mené un coup d'État et accuse l'opposition d'avoir truqué les dernières élections.
Le comptage des voix en cours en Catalogne, la population était appelée à voter ce dimanche. Des législatives anticipées. Selon les premières estimations, la gauche indépendantiste arriverait en tête de ce scrutin. Puis au-delà de ces résultats définitifs, c'est surtout le taux de participation qui sera scruté. Voilà, on y reviendra dans nos prochaines éditions. Restez avec nous sur France 24.